Bonjour à tous et bienvenue au Festival du roman féminin. Donc, nous sommes ici avec 4 auteurs autour du thème de la parentalité. Donc, je vais leur demander de se présenter déjà rapidement. Donc, Virginie. Bonjour, je suis Virginie Bégodeau, je suis romancière, principalement de romans historiques avec une collection qui s'appelle Les Éternels, passionnée par le 19e siècle, et j'écris aussi des romans érotiques qui sont publiés par la Musardine et les éditions Saga, au Danemark et traduits en plusieurs langues. Ça fait, plus de 15 ans que j'écris maintenant et aujourd'hui je suis là pour parler, du roman historique principalement, avec des héroïnes fortes et indépendantes. Très bien. Marie. Oui, bonjour. Alors moi, je suis Marie Lerouge. J'écris depuis une dizaine d'années des romances contemporaines. J'ai commencé en maison d'édition, dont en particulier Harlequin. Et puis, depuis 2 ans, j'ai pris le tournant de l'auto-édition. Et depuis 2 ans, j'ai publié 8 livres en auto-édition, dont le dernier qui va sortir dans une semaine et qui est déjà en précommande. Et qui traite du sujet de la parentalité, justement. Très bien. Donc, on est en pleine actualité pour toi. Ensuite, Tout à Fanny. fait. Bonjour, alors donc Fanny André, je suis autrice depuis, je sais plus, ça remonte très bien. Je crois que j'ai commencé à publier 2014 ou 2015, quelque chose comme ça. J'ai publié dans des genres un peu divers, de la romance beaucoup, du fantastique aussi, du contemporain plus large, la famille, voilà. Et du coup, effectivement, moi, mon dernier qui est sorti par le site Parentalité, donc c'est pile dans mon actualité. Très bien. Et Sophie. Bien, moi, je m'appelle Sophie Jomain. Je suis donc romancière, pareil, depuis une dizaine d'années. Et j'ai écrit un petit peu de tout, romance, fantastique, jeunesse, contemporain. Et depuis 2 ans, j'avais envie d'aborder davantage des sujets de société. Donc, j'ai écrit un roman sur la parentalité, quelque chose qui me tient à cœur. Je suis maman d'une adolescente autiste et j'avais vraiment envie de dire à travers une fiction à quoi pouvait ressembler la vie de parents de ces enfants particuliers. Très bien. Donc, notre conférence, en fait, va aborder la parentalité sous 4 angles assez différents. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Et on va commencer un peu chronologiquement, finalement, par Virginie, puisque Virginie Bégodeau, dans le roman Mademoiselle Elisabeth, qui est le tome 1 donc, de la série Les Éternels, nous parle et nous évoque la parentalité plus particulièrement à l'ère victorienne, donc dans un cadre historique. Donc, je te laisse la parole, Virginie, pour parler de ça. Alors la parentalité, au 19e siècle, précisément en 1870, c'était quelque chose d'assez, mis de côté, en société, particulièrement la paternité. Le père, à part la figure d'autorité, la figure du foyer, il n'y avait pas vraiment d'interaction, et en écrivant Élisabeth, c'était vraiment le sujet principal, de me dire qu'aujourd'hui je voulais écrire sur, déjà une héroïne indépendante, mais pour être indépendant, il faut que le couple le soit, et donc j'avais positionner mes 2 héros, en fait, sur un pied d'égalité, donc avec beaucoup d'interactions, de péripéties qui les amènent à ces réflexions-là, et d'apporter aujourd'hui, nous, ce qu'on connaît de la parentalité, de la place du père au sein du couple, la place du père et la relation qu'il a avec ses enfants au 19e siècle. Donc essayer de l'écrire dans un roman historique sans que ça soit complètement incongru et improbable. Et j'ai énormément travaillé sur voilà, l'interaction du père par rapport à sa compagne qui est extrêmement malade et qui en plus veut travailler. Donc une femme qui travaille, qui est malade et qui s'occupe moins de son enfant, c'est un peu compliqué au 19e siècle. Et c'était très très important pour moi que le héros se positionne dessus. Donc on va avoir tous les systèmes de portage qui existaient effectivement à l'époque, parce qu'il n'y a pas d'anachronisme, qui va être pris en place par le père. C'est une mère qui n'allait pas son enfant, qui n'a pas de nourrice non plus. Et donc il y a toute la partie du biberon, donc l'essor du biberon, surtout en vers à partir de 1860, qui a quand même été extrêmement important en France. C'est un roman français qui se passe en France. Il n'y a pas d'autres
inspirations. Donc voilà, c'était vraiment la place du père, la façon dont il va faire grandir sa fille, malgré la maladie de la mère et l'absence de la mère qui vient venir peut-être trop tôt. Et comment cette société voit ce genre de couple de parents, puisque c'est un couple qui n'est pas marié en plus, et qui occupe des positions sociales relativement importantes. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment ce que je voulais mettre en avant, et quelque chose d'assez original sur le sujet, que le père soit vraiment au centre de la famille. Voilà. Oui, c'est la question que j'allais poser, c'est dans quel milieu social ils évoluent, dans quel milieu? Les deux. Alors, elle vient d'un milieu extrêmement bourgeois, d'une famille extrêmement bourgeoise des Landes françaises. Lui, il vient d'un milieu plus ou moins pas ouvrier, parce qu'ils sont absolument pas ouvriers, mais il s'est fait tout seul, on va dire ça comme ça. Il est portefaix au début, et en fait, c'est quelqu'un de lettré et de cultivé. Donc, en fait, il arrive à passer ses diplômes et devient capitaine à La Rochelle, donc de la capitainerie de La Rochelle. Donc, ils occupent tous les deux au milieu du récit une place sociale plus ou moins importante pour lui. Elle perd quand même de son prestige, de sa prestance, parce qu'elle a choisi de le suivre. Donc, c'est un couple complètement atypique, en fait. Oui, dans tout, en fait, pas seulement Oui, dans dans la tout. parentalité. Et dans tout, c'était pas du tout voué à se rencontrer. Et lui, il a appris aussi à découvrir l'amour au sens propre du terme avec elle, et par rapport à sa place de père, la naissance de leur fille qui est extrêmement importante pour lui à un moment très difficile, et supporter aussi les maladies d'époque. Aujourd'hui, on a le Covid, mais il y avait pas à l'époque, il y avait d'autres trucs un peu moins sympas aussi. Et voilà, c'est un couple atypique, et avec cette volonté-là, en fait, ils ne sont pas forcément toujours reconnus par la société en elle-même, mais ils ont quand même un cercle proche, et pour eux, l'important, c'est d'être libre, en fait, et d'être libre dans leur choix, dans leur façon de vivre, et tout en étant heureux. Voilà. C'est ce que j'essaye de transmettre dans ce roman. En fait. Oui, c'est d'ailleurs ce qui permet peut-être justement d'aborder la paternité et la parentalité d'une façon différente, puisqu'ils sont déjà hors Exactement. norme. Exactement, ça choquera moins les lecteurs, bien que les lecteurs ne soient pas forcément facilement choqués, mais c'est naturel. En fait, la relation qu'il crée et sa façon d'être par rapport à sa fille, c'est naturel. Mon personnage s'est fait tout seul, et c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, même si on transpose aussi en étant maman. Voilà, il y a des choses qu'on va transposer dans un roman parce qu'on les a vécues, mais aussi voilà, que ce soit aussi cohérent dans un roman d'époque. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont aussi d'actualité dans certains couples, si on en entend. Voilà, donc, Marie, est-ce que tu es d'accord qu'il y a peut-être des choses du 19e siècle qui sont toujours d'actualité? Oui, je trouve que oui, le passage de relais est très bien, parce qu'en fait, la place du père, c'est aussi un des thèmes de ma comédie romantique, hein, qui est tout à fait contemporaine, qui se passe de nos jours. Et oui, c'est la place du père. Et en fait, je voulais traiter de ce thème parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tellement souvent en romance. Bon, Chérie, occupe-toi du bébé, donc le titre dit bien ce qu'il veut dire. C'est la suite de En solo pour le meilleur et pour le pire, qui était ma première comédie romantique auto-éditée. Et donc, j'ai laissé mes héros à la fin. Bon, c'est comme la fin de toute romance. Bon, ils se sont trouvés, retrouvés en l'occurrence, et voilà. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après? Alors, en général, j'écris pas de suite. Je ne suis pas très saga, parce que je m'ennuie vite et je préfère passer à autre chose. Mais là, quand je les laisse à la fin de En solo, l'héroïne, Laure, est enceinte. Donc, bon, forcément, dans la suite, on la suit pendant sa grossesse, et puis l'accouchement, le bébé, bon, je ne vous dis pas tout. Et voilà, comment l'arrivée de ce premier enfant dans un couple, ça peut agir sur le couple, et pas toujours de la meilleure façon. Et quelle place va prendre le père? Et en l'occurrence, il va en prendre beaucoup, puisqu'il va prendre une décision importante, puisque les deux membres du couple travaillent, et la crèche les lâche au moment où le congé maternité se termine, et il prend une grande décision qui n'est pas très courante en France, c'est-à-dire qu'il prend ses 6 mois de congé paternité. Et en fait, j'ai fait des recherches et je me suis aperçue que le pourcentage des pères qui prennent ce congé est très faible par rapport aux pays scandinaves, par exemple. Et ce qui m'intéressait, c'était d'analyser
D'abord, comment lui va réagir, comment il va se débrouiller. Bon, parce qu'au départ, il est débutant, hein, un peu comme la maman. Et comment elle va, au moment où elle va reprendre le travail, va réagir également. Est-ce qu'elle va culpabiliser ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, donc il y a pas mal de rebondissements qui me permettent de montrer que finalement, un bébé, oui, c'est une source de joie extraordinaire, mais en même temps, c'est un nouvel équilibre qui peut déséquilibrer le couple. D'accord. Et ils travaillent dans quel genre de domaine? Alors, écoute, c'est un couple que je qualifie de bobo parisien, c'est-à-dire que lui, elle est prof, et lui est médecin. Et donc, je joue pas mal là-dessus, c'est-à-dire qu'on les voit tous les deux aussi dans le cadre de leur profession. Voilà, ça m'aide aussi à trouver des situations cocasses, parce que c'est une comédie humoristique. Oui, parce que j'allais dire, tu évoquais le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de pères qui prenaient de congé parental. Je pense qu'il y a une grosse pression au niveau travail, justement, au niveau entourage professionnel, en fait. Et est-ce que tu abordes cet aspect-là? Je l'aborde absolument, puisque lui, ça va un peu compromettre sa carrière. Puisqu'au moment où il prend cette décision, on lui propose une promotion et qu'il la refuse. Et donc, oui, bien sûr, je l'aborde, tout à fait. Oui, c'est ce qui arrive habituellement aux femmes, donc voilà. Et voilà, ça me paraissait intéressant de le traiter de ce point de vue-là. Bien sûr, oui, tout à fait. Et je crois que c'est vraiment parler de thèmes, de sujets de société. Tu en parlais, Sophie, et c'est vrai qu'il me semble que c'est un thème de société aussi, la place du père. Et on parle beaucoup des nouveaux pères. Tu parlais du portage, Virginie, et j'aborde aussi ce thème dans le roman, puisque la maman se moque un peu du papa qui porte l'enfant, et elle appelle le papa kangourou. Et lui, alors elle se moque encore plus de lui parce qu'il regarde l'émission Les Maternelles, je suppose que vous connaissez. Et donc, parce qu'il veut absolument ne pas commettre de bêtises, il veut tout faire très bien et même trop bien, et il en arrive vraiment à culpabiliser. C'est marrant. Culpabiliser la maman qui finit par se sentir non seulement coupable d'abandonner son bébé, mais en plus nulle, quoi. Et elle le vit très très mal. C'est intéressant ce que tu dis, Marie, sur la culpabilité de la mère, justement, parce que encore plus aujourd'hui, on est une pression, il faut être tout, mère parfaite, femme parfaite, tout à fait. la perfection absolue. Surtout, voilà. On n'a pas le droit de défaillir sur son rôle de mère. Je crois que c'est vraiment et j'écrivais ça aussi, voilà, au 19e siècle. Donc le héros prend un congé paternité qui n'existait pas, mais qui le prend quand même. Et c'est cette culpabilité maternelle qu'on a extrême, ça en fait. Change pas. Non, en fait, c'est des choses qui ne changent pas. Elle regarde tous les blogs de mères parfaites, parce qu'il y en a plein. Moi, j'ai étudié la question, mais il y en a plein, les blogs de mères parfaites. Ah, les mères parfaites. C'est très drôle, d'ailleurs. C'est très, très drôle. Et oui, parce qu'il y a aussi toute cette partie réseaux sociaux qui vient s'ajouter. Hein. C'est-à-dire que sur le sujet, on peut être surinformé. Les mères Instagram, c'est ça, en fait. Voilà, les mères Instagram, tout à fait, les mères influenceuses. Les mères qui montrent la vraie vie, quoi. Oui, tout à fait. C'est ça. Et donc, Fanny, toi, tu as encore une autre approche de la parentalité, puisque toi, dans ton roman Sans plus joli défaut, en fait, ce que tu abordes, c'est le cas d'une maman célibataire, donc qui est toute seule, parent solo, comme on dit maintenant. Et voilà, tu interroges en fait voilà, l'équilibre qu'elle peut essayer de trouver entre être une femme encore, avoir encore une vie de femme, et puis être une maman, voilà. C'est vrai que moi, quand j'ai eu ma première, je l'ai moins senti, mais quand j'ai eu mon deuxième enfant, ça a été un peu comme une espèce de raz-de-marée. Peut-être parce que voilà, j'ai eu des très mauvaises nuits pendant très longtemps. Alors c'est vrai qu'on en parle un peu quand on est parent, mais en fait, on a toujours autour de soi des parents qui disent « Non, mais il a dormi tout de suite, ça se passe très bien, c'est super. » Et puis il y a des parents comme moi, galéré pendant, je crois, un qui n'a pas fait ses nuits. C'est pour vous dire, j'avais les cernes jusque-là, des corrections éditoriales avec le bébé sur moi. Enfin,
Et du coup, c'est vrai que quand je l'ai écrit, la première mouture du texte, c'était après ma première. Je pense que j'avais besoin de parler des moments où, en fait, je voulais vraiment ce roman, son plus joli défaut. Je pense que le titre, peut-être, le dit un peu, aborder la parentalité, mais pas avec un côté hyper romancé et hyper elle est épanouie, elle est heureuse et tout va bien et c'est super parce qu'il y a ça, il y a tout l'amour, mais il y a aussi les mauvaises nuits, la culpabilité. Moi, c'est vrai qu'elle en parle énormément, mon héroïne. Elle a l'impression de jamais bien faire, de jamais savoir si elle est à côté de la plaque, tout ça. Et comme elle est toute seule, en plus, il n'y a pas de personne avec elle qui lui dit, bah non, mais attends, je vais t'aider. Et du coup, je voulais vraiment aborder ça. Et quand j'ai eu ma deuxième, je pense que le texte, je l'ai quasiment réécrit à ce moment-là, parce que c'est peu de temps après en fait qu'on l'a envoyé à J'ai lu. Et du coup, vraiment, je voulais aborder une maman solo un peu réaliste. C'est-à-dire, même dans les romances, quand on voit une maman solo, elle arrive, il y a un homme qui déboule, elle se dit oh super, ouais, trop bien. Alors que dans la réalité, elle a les cernes, voilà, jusque-là. Elle n'a pas dormi, son corps, c'est pas forcément. Il y a une grosse partie du roman, c'est sur ça, c'est sur les défauts, les complexes, comment on accepte son corps quand quand on a porté la vie, c'est formidable, mais on a aussi tout le corps qui a changé. Et du coup, j'avais vraiment envie de ça, d'aborder une maman qui dit mais j'ai des vergetures partout, je vais pas me montrer, je le connais pas cet homme-là. Et comment ça va se passer, quoi, vraiment retrouver une sexualité alors que on a été maman, c'est pas pareil. Moi, dans mon livre, pour le coup, elle allait. Du coup, l'allaitement, ça change la sexualité. Il y a plein de choses comme ça, très réalistes, en fait, que j'avais envie de mettre dans le roman. Alors, j'ai l'impression que du coup, ça a été, pour certaines lectrices, super chouette. Elles ont dit, mais genre, je l'ai vécu, et là, c'est dans un livre. Il y en a d'autres, bon, peut-être qu'elles se sont dit, tant de réalisme. Et j'ai trouvé ça C'est le vraiment plus beau intéressant, le retour. compliment qu'on puisse te faire. C'est ça. Après, je pense que ça dépend toujours si la personne est... Alors, j'espère que j'ai dégoûté personne de la maternité, ce serait triste. Mais, parce que bon, vraiment, mon héroïne, en fait, c'était vraiment ça. C'était arrivé à montrer qu'elle est heureuse d'être maman, je pense, comme beaucoup de mamans, et qu'en même temps, c'est tellement difficile. C'est un peu le rôle d'une vie, quoi. C'est très ambivalent. Ouais, voilà. Et puis, il y a une sensation, enfin, elle est amie avec une maman qui en a plus qu'elle, qui en a 4. Donc, elle lui dit, mais je sais même pas comment tu as survécu, 4, c'est pas possible. Et en même temps, il y a cette idée de dire, c'est un peu le rôle de ta vie. Tu vas pas pouvoir biaiser, c'est ton aventure, quoi. Il faut le vivre et puis tu vois comment ça se passe. Après, c'était vraiment la parentalité en lien avec le rapport au corps, au complexe, à tout ce qui va... Alors, ça peut découler de la parentalité, mais je pense qu'on est toutes à avoir eu des complexes X ou Y, et quand le couple se forme, c'est le moment où on va se confronter à ça. Est-ce que on a envie de se montrer, de se dévoiler, de montrer son corps tel qu'il est? Donc, c'est un peu tous ces sujets-là que je voulais aborder dans ce roman, quoi. D'accord, très bien. Après, pour défendre les gens qui te disent ah oui, moi, il a fait ses nuits tout de suite. Moi, j'ai une anecdote. J'ai un ami qui a eu un enfant peut-être 1 an ou 1 an et demi après moi, et après mon deuxième, parce que le premier a été un ange, mais le deuxième, en fait, il dormait que sur le ventre, alors qu'on nous dit qu'il ne faut absolument pas mettre les enfants sur le ventre, et lui, il dormait que sur le ventre. Donc, j'ai essayé comme une folle de le faire dormir autrement que sur le ventre, mais il dormait que sur le ventre. Donc l'angoisse totale, quoi, parce qu'on te dit quand même qu'il va mourir si tu le mets sur le ventre, quoi. Voilà. Et donc à peu près 1 an après, j'ai un ami qui me dit oh là là, j'en peux plus, on a un bébé, il dort pas, comment c'était toi? Et je m'entends lui dire ah non, moi il a fait ses nuits très vite, on oublie. Et on enjolive. La vérité, en fait, la nature est bien faite parce que sinon on n'aurait jamais de deuxième enfant, quoi. En fait, ça serait terminé les familles, quoi. Il y aurait un enfant, quoi, mais on oublie très vite, voilà. Me dites pas ça sur le deuxième, la mienne a 3 semaines. Hein. Non. Non. Non, mais après, je pense que ça dépend des enfants. Il y en a où, moi aussi, ma première a dormi relativement tôt, pas à 2 semaines, mais du coup, je pense que chaque histoire est différente. Après, ce que disait Marie, ce que disait Virginie, c'est vrai aussi. Avant, on n'avait pas accès aux réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'on a du soutien. On peut aller voir des parents qui sont dans la même position. Moi, je ne suis pas maman solo, par exemple. J'ai un chéri, tout ça. Mais par contre, j'ai plusieurs amis qui sont maman solo. Soit parce que leur couple a explosé, effectivement. C'est ce que dit Marie est très vrai. Le nombre de couples où vraiment le début, ça va jusqu'à... jusqu'à la séparation, quoi. Ouais. C'est vrai que moi je sais que j'ai des amis, c'est vraiment ça, où leur chéri dit mais je supporte pas la fatigue. Mais moi non plus, en fait, c'est pas dans mon code génétique parce que je suis femme que je supporte la fatigue, quoi.
Et du coup, je pense que c'est vrai que les réseaux sociaux, on peut retrouver vraiment ce côté communauté avec des gens qui se soudent, qui peuvent parler. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a une comparaison permanente. Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je fais assez de choses? Est-ce que c'est difficile, quoi, vraiment? Je ne sais pas si avant, il y avait autant de pression sur tout cet aspect parentalité. On se posait moins de questions, il y avait moins d'informations. On est surinformé, en fait. Et la surinformation, ça culpabilise énormément parce qu'en fait, on n'est pas... Enfin, je trouve ça, c'est à double tranchant, en fait. Oui, mais tu sais que moi, à l'époque où j'ai eu mes enfants, il y a quand même pas mal d'années, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait des bouquins et il y avait notamment Laurence Bernoux. J'ai l'air d'un enfant. Et voilà, et il fallait suivre à la lettre les conseils de Laurence Bernoux. Et à l'époque, les bébés, on les faisait dormir sur le ventre. Oui. C'est ça. Et c'est ça qui est fou. C'est ce Mais que ma j'allais mère dire me l'avait... aussi. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, Marie. Il y avait des bouquins. Moi, c'est pareil. Je suis pas Oui, des il y avait réseaux des sociaux, bouquins. mais il y avait des bouquins. C'était terrible aussi, les bouquins. Hein. Oui. Mais il n'y en avait qu'un, un ou deux. Oui, ouais, il a de la Oui, c'est pierre. ça, voilà. C'était la Bible, la Bible. Et si Ah, puis tu il y avait, ne je pense, suivais pas la aussi Bible, tu étais une mauvaise mère. il y avait les pédiatres qui devaient aussi... on n'avait pas d'autres... Enfin, voilà, si le pédiatre avait dit ça, je suppose qu'on n'avait pas d'autres moyens de vérifier. Mais après, ma mère me l'avait dit, ça, quand entre ma grande sœur, entre moi et entre mon frère, quasiment, il y a eu les 3 manières de dormir. Il y en avait un, c'était sur le ventre. L'autre, c'était absolument sur le côté. Et l'autre, c'était absolument sur le dos. Sur le dos. Elle disait, mais j'en ai élevé 3. Et les 3, on m'a dit, non, mais pas les faire dormir pareil, sinon c'est très grave. Comme quoi. Et puis d'un professionnel à l'autre, il ne te dira pas la même chose. Là, ils te disent il faut les réveiller tous les 3 heures pour les faire manger, il ne faut pas qu'ils dorment plus de 5 heures. Enfin, c'est compliqué. Enfin, il y aura toujours quelqu'un qui aura son avis sur quelque chose, de toute façon. Et Sophie, donc, toi, c'est encore une autre approche, puisque tu nous parles dans ton roman, donc, M'asseoir 5 minutes avec toi, très joli titre. Donc, qui paraît en 11 mai chez Charleston, qui nous évoque donc la parentalité dans le cadre d'un enfant avec un handicap. Alors oui et non. En fait, je m'attaque à la parentalité tout court dans ce livre. Justement, ça me fait plaisir de vous avoir écouté parce que on a abordé la parentalité parfaite aux yeux des autres, qu'il faut faire. On a abordé le père qu'on ne voit pas s'investir ou qui essaie de s'investir et ça marche pas. On a parlé du corps, etc. Et c'est un petit peu un mélange de tout ça. Claire, elle s'est jamais posé de questions sur le fait d'être maman d'une petite fille qui pouvait lui mettre la honte en public ou qui pouvait avoir des excès. C'est sa fille, elle l'aime, c'est comme ça, c'est une maman tout entière, c'est qui je suis quelque part. Et Julien, lui, il a honte de sa fille. Il a honte des crises. Il a honte qu'elle se mette à chanter des chansons alors qu'elle a 11 ans et c'est des chansons pour une petite fille de 3 ans. Il a honte de tout ça et il est démissionnaire. Il aime sa fille profondément, mais il s'en va. Il les quitte. Il les quitte parce qu'il est incapable de vivre avec le handicap de sa fille. Il les quitte parce qu'il est incapable de passer au-dessus de sa femme qui, quelque part, est tellement parfaite. Elle l'aime tellement, elle prend les bonnes décisions, elle fait les bons choix, elle est toujours à l'écoute. Et finalement, cet homme se retrouve ni un père, ni un mari, ni un amant, et il s'en va. Et des femmes qui vivent ça avec leur mari, il y en a une quantité incroyable. Et on ne se rend pas toujours compte, en fait, de la puissance de l'amour qu'on peut porter à notre enfant. On ne se rend pas compte à quel point il peut évincer l'autre, malgré tout. Vous savez, t'as qu'à demander à maman, tu demanderas à maman. Mais pourquoi est-ce qu'on entend ça? Parce que maman, elle a toujours pris les décisions, parce que maman, elle a toujours été extrêmement sage. Donc, cette histoire, c'est ça. M'asseoir 5 minutes avec toi, c'est un petit bout du titre de la chanson de Renaud, M'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi, avec sa fille. C'est tout ce dont Julien a besoin. Julien a besoin de se rendre compte que cette petite fille, finalement, qu'elle soit autiste ou pas, c'est pas ça le problème. Il a besoin de se réinvestir dans sa vie, de reprendre sa place de père, et il a besoin que Claire ne soit pas dans son champ de vision. Et c'est une histoire, en fait, qu'on découvre. Et au début, cet homme, on le déteste. On se dit, mais quelle horreur de traiter sa femme et sa fille comme ça. Et puis, on creuse. Et puis, plus on creuse, et plus on se dit, oh. Moi, je sais qu'en écrivant cette histoire, à un moment donné, je me suis regardée en me disant, et toi, t'es comme ça? Ça t'arrive? Mais bien sûr que ça t'arrive très souvent.
très souvent, non, on lui donne pas ça pour manger, mais non, mais lui, mais si, elle peut manger ça, mais non, écoute, on va plutôt lui mettre cette tenue-là parce que, oh, mais comment ton père t'a habillé? Mais qu'est-ce que tu es en train de manger? Tiens pas le biberon de cette façon-là. Mais non, écoute, la couche, t'as oublié de... Sans déconner, on est tous pareils. Et à un moment donné, on ne se rend pas compte le mal, quelque part, que ça peut faire à notre conjoint. Alors moi, j'ai un mari qui a toujours été très investi avec sa fille. C'était un papa kangourou, c'était un papa tout ce qu'on veut. Il a été tout ça. Mais quand même, je pense qu'à un moment donné, j'ai été une ombre trop forte sur la relation père-fille. Je le pense, très sincèrement. Donc, toute cette histoire, c'est ça. Et bien sûr, on va aborder le handicap et le fait que 80% des couples, parents d'enfants handicap, ne tiennent pas. Hein, ils se séparent, ils divorcent. C'est vraiment assez catastrophique. Donc, j'aborde aussi ce sujet, mais je pense pour moi, ce livre, c'est le livre de l'introspection, de l'acceptation aussi, pas seulement du handicap de son enfant, mais l'acceptation de ses failles. On n'est pas des parents parfaits et c'est pas parce qu'à un moment donné, on a envie de penser comme une femme ou comme un homme plutôt que comme une mère et comme un père qu'on est finalement bon à jeter. Donc la femme parfaite est une connasse, c'est pas moi, pas du tout. Je suis pleine de défauts et voilà, mais c'est pour ça que ce livre me tenait à cœur. Et j'espère quelque part que les gens, finalement, l'enfant en situation de handicap, c'est la mienne, donc j'en parle avec des tripes, avec ce que je sais, mais on mettrait un enfant neurotypique, ça fonctionnerait très bien. Parce qu'en fait, le problème de l'acceptation est valable pour n'importe quel parent, je pense. Mais ça me fait rire, parce que je vous ai vu sourire à certaines évocations, je me dis, je suis vraiment pas à côté de la plaque. Non, c'est des choses très... Enfin, quand on parle, de se dire fais pas ci, ou l'habille pas comme ça, ou regarde comment ton père t'a habillé, celle-ci, je l'ai sortie ce matin. Voilà. Oui, bon, c'était justifié. Mais c'est vrai que c'est tellement anecdotique. Moi, je l'ai vu entre la première et la deuxième, où en fait, la première, on prend beaucoup de place parce qu'on est maman, on prend beaucoup de place. Et en fait, c'est des choses très simples, très anecdotiques, des phrases qu'on dit au quotidien et on ne s'imagine pas l'impact que ça peut avoir en fait. Et ce que tu décris, Sophie, tu te dis, mais en fait, il faut peut-être pas qu'on se remette en question, mais qu'on pense que c'est pas juste des phrases lancées comme ça compte-gouttes. Tu as raison. Et en plus, moi, j'ai été une maman allaitante. J'ai allaité Lou pendant 13 mois. Et du coup, ce moment-là, c'est le tien. Et c'est celui de ton enfant. Et quid du papa. Alors, tu ne vas pas lui donner un biberon juste pour l'investir. Mais du coup, comme tu as ce moment privilégié, pour un peu comme moi, tu pratiques un peu le maternage, tu ne vas pas forcément prendre beaucoup de place. Donc, du coup, il faut, je pense, à un moment donné, vraiment laisser la place à l'autre. La purée n'est pas tout à fait exacte, c'est pas grave, elle a été faite. La tenue n'est pas bonne, c'est pas grave, il y a eu de l'investissement. Et je trouve qu'à un moment donné, pour que les choses s'imbriquent bien, il faut savoir enlever son costume de super maman, qu'on s'est souvent approprié, hein, on se l'est souvent mis, on dit qu'on est fatigué. Souvent, oui, je suis fatiguée, ma charge mentale, etc. Pour en parler, c'est encore un autre sujet, mais on se l'inflige très souvent à la charge mentale. Complètement. On se la met sur le dos et parce qu'on n'arrive pas à renoncer. On n'arrive pas à renoncer parce qu'on a tellement peur que ce soit mal fait. Cette optique d'être dans le contrôle tout le temps. Et finalement, voilà, moi j'avais envie de cette histoire qui montre que parfois, quand on est dans le contrôle de tout, c'est pas toujours en la faveur de, c'est aussi en la défaveur de. Et ce père finalement qui s'en va pour se retrouver, eh bien, quelque part, il a toute mon admiration parce que je me dis, tu pars, tu vas être jugé, tu vas être écrasé, on va te cracher dessus, on va te détester. Mais finalement, tu pars pour mieux revenir de la façon qui va t'épanouir le mieux. Et Fanny, t'abordais ça aussi, ce sujet tu sais, de devoir s'accepter, de pouvoir être une femme à un moment donné. C'est ça. C'est pas parce que tu vas renoncer à la priorité de ton enfant une fois, deux fois, trois fois que ça fait forcément de toi un mauvais parent.
Et je prendrai juste cette anecdote que vous connaissez toutes si vous avez déjà pris l'avion. C'est l'hôtesse de l'air qui vous donne les consignes de sécurité, qui est au fond de l'avion et qui vous dit « En cas de dépressurisation, les masques vont tomber. Mettez le vôtre et seulement après, mettez celui à votre enfant. » Et c'est ça. Si vous ne prenez pas soin de vous quelque part, en tant que père ou en tant que mère, vous serez absolument incapable de gérer votre enfant. Donc, toute cette histoire écrite, m'asseoir 5 minutes avec toi, c'est le dessous de cette histoire, c'est un petit peu ça. Mais tu parles des super mamans. Bon, c'est le poids des traditions, hein. La mère, l'ombre de la mère, c'est vraiment la tradition. Et moi, j'ai voulu dans Chérie, occupe-toi du bébé, justement prendre le point de vue inverse, c'est-à-dire super daddy, en fait. Mais oui, le mais il y en a en plus des super beaucoup. daddy, et puis voilà. Et d'ailleurs, pour l'anecdote aussi, j'ai assisté pour mon information à une réunion de futurs papas à Paris dans une mairie organisée par un coach. Et je me suis retrouvée là à un moment toute seule au milieu de ces jeunes déjà papas ou futurs papas. Et c'était assez amusant et de voir ce coach alors il y avait deux bébés, 2 poupons, hein, et il faisait des démonstrations de changement de couche, de position, comment tenir le bébé quand il pleure, comment l'emmailloter. Et c'était vraiment très drôle. Et d'ailleurs, j'en ai fait une scène du livre parce que c'était vraiment magnifique. Mais je pense que tu donnes envie de lire. Les pères ont vraiment cette envie de prendre leur rôle, de prendre toute leur place. Et puis, il y a des fois où c'est vraiment un changement de société. Ils n'ont pas le choix. Il y a aussi les pères qui sont confrontés à la parentalité seule, mais confrontés quand la mère décède, la mère est malade. Là, dans Mademoiselle Elisabeth, c'est un peu différent parce qu'on est quand même vraiment au 19e siècle, mais le héros, il va se confronter à un moment, il n'est pas sûr que sa femme va tenir, il n'est pas sûr que sa femme va survivre, et que du coup, cette paternité, il va la prendre en pleine figure, et il faut gérer seul, donc avec plein de raisons, avec les outils qu'ils avaient à l'époque qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres, mais en fait, l'humain est de base, que ce soit en 1868 ou en 2021, c'est la même chose, on a un enfant entre les mains, c'est l'humain qui parle. Et je trouve ça intéressant, justement, que ce que tu disais, Sophie, c'est un peu notre quotidien et on en rigole, mais c'est pas si drôle que ça, sur la place de ses parents, soi-disant parfaits, mais c'est ça, en fait. Non, mais c'est sûr, je trouve que les papas, par tradition, on leur laisse pas beaucoup de place, par tradition. D'accord, on est vraiment dans une société patriarcale et je dirais que le rôle de ménagère a toujours été attribué aux femmes, et c'est comme ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce que je trouve terriblement encourageant, ce sont ces papas qui vont aller faire ce genre de formation telle que tu décris, Marie. Je trouve ça vraiment très chouette parce que du coup, alors, c'est chouette et pas chouette. C'est-à-dire que des trucs comme ça pour les mamans, en préparation à l'accouchement, il n'y en a pas tellement. Donc, c'est comme si c'était naturel et instinctif que vous sachiez le faire vous-même. C'est normal. C'est pas le cas. Mais du coup, les papas encore moins. Donc, du coup, je trouve ça super qu'ils puissent aller faire ce genre de choses. Enfin, moi, je me souviens que la première fois qu'on a donné un bain à notre fille, mais moi, j'étais comme ça. Parce que la personne qui a été formée au bain à l'hôpital, c'était mon mari, c'était pas moi. J'étais vaseuse. Et du coup, bon, je trouve que c'est bien, finalement, ces actions-là, c'est sympa. Et puis, on est dans une génération où, alors, je ne dis pas que c'est partout pareil, hein, absolument pas. En tout cas, moi, je vis dans une maison où le partage des tâches est essentiel à l'équilibre. Donc, bien, merci à toutes de cette discussion sur la parentalité qui était, ma foi, très intéressante au point qu'on a débordé un petit peu des horaires prévus et été coupés. Donc, on voulait quand même dire au revoir à toutes les lectrices. Donc, voilà, je vous laisse le mot de la fin, Virginie. Eh ben, merci pour cette discussion qui est extrêmement enrichissante et je serais ravie toutes de vous lire sur la parentalité différente du coup et j'étais ravie de pouvoir exposer le point de vue sur le roman historique parce qu'on n'en parle pas souvent et je trouve ça assez chouette. Donc merci. Merci Virginie. Fanny?
Merci, moi ça m'a fait plaisir aussi. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de Zoom avec des consoeurs, donc j'étais très contente. Et puis effectivement, j'ai trouvé qu'on avait finalement chacune une approche différente et on arrivait à trouver plein de choses en commun. Donc comme quoi, c'était vraiment intéressant. Et je pense que je vais vous lire aussi. Merci. Merci Fanny et Marie. Écoute, merci Agnès de nous avoir permis de nous réunir sur ce thème. C'est vrai que ça fait du bien parce que ça manque, les rencontres avec les sœurs, avec les lectrices. Et j'espère que l'année prochaine, on pourra retrouver tout ça, ce plaisir d'échanger. Et puis, je dis que voilà, mon livre « Chérie, occupe-toi du bébé » sort dans une semaine et il est en précommande en ce moment et je vous invite à l'acheter. Voilà. Très bien. Merci à tout le monde et puis à l'année prochaine, on espère. À bientôt. En vrai, en physique. Ouais, Au revoir. Au revoir.